Donc c'est bon, ministre des Sciences, Louis-Pierre Geffray, pour Aptera, la voiture électrique de l'avenir, les grandes règles, c'est ça, hein? Bonjour Renaud. On va redémarrer. Chers petits observateurs, vous le savez, l'avenir de la mobilité est électrique, qu'on le veuille ou non. Et il y a deux critères fondamentaux sur la consommation énergétique d'une voiture électrique, c'est son poids et son aérodynamisme. Et en parlant avec Louis-Pierre Geffray, notre ministre des Sciences, tu vas bien Louis-Pierre? Bonjour Renaud, très bien. Ça va? Tu m'as dit, il faut que tu ailles voir ce que fait Aptera, qui est une start-up américaine, qui propose une voiture électrique, qui est l'expression même de tout ce que tu me dis toute la journée sur ce que devrait être une voiture électrique. Alors, je te la laisse nous la présenter. Il y a une vidéo qui tourne, vous pourrez taper Aptera, mais tu as beaucoup bossé le sujet. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est un prototype, ça roulera jamais. Et pourtant, si. Vas-y. Ça fait beaucoup de sens en fait, Aptera. Par quoi commencer? En fait, franchement, on dirait un avion sans ailes quand on le voit. Aptera en grec veut dire sans ailes en fait. Ah bon? Si je me trompe pas. Formidable ici. Donc, je savais pas toi, Julien, hein? Sans ailes. Donc non, en fait, c'est deux ingénieurs américains qui ont commencé à partir de 2007 à vouloir construire une voiture, et ils sont repartis en tant que bons ingénieurs de l'équation de la physique en fait. Et ils se sont dit c'est un peu aberrant qu'on fasse des voitures toujours plus grosses, lourdes, etc. Et ils se sont dit, en fait si on essaie de réduire les pertes liées à l'aérodynamique et si on essaie de réduire la masse au maximum, qu'est-ce que ça fait en fait? Et c'est super intéressant comme projet parce que c'est dans une lignée de voitures. On avait eu la première Insight sur POA. Il y a aussi le V1 de General Motors qui était extrêmement intéressante en son temps. La XL1 de Volkswagen. Hein. Et là, l'Aptera est un peu dans la continuité. Donc c'est une voiture qui va faire, qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait apparemment être commercialisée courant 2022. On peut la réserver sur leur site. Exactement. Pour $100. Qui va faire 820 kg, entre 820 kg et 1 tonne, selon les batteries, et qui a un CX de 0,13. Et donc, en fait, on a une consommation énergétique qui est extrêmement basse, puisque c'est de l'ordre de 6 kWh, 6-7 kWh au 100 km. Alors, je vais transformer tes propos de scientifique en bagnolard. On dirait un œuf. Hein, tu dis CX de 0,13. C'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Les meilleurs CX aujourd'hui en automobile, c'est 0,20 hein, c'est-à-dire que sa pénétration fait qu'elle a même une queue de canard. Elle est très longue pour qu'elle ait cette très faible résistance. Elle fait 4,40 m, tu m'as dit. 4,46 m, je crois. 46. Non, mais c'est très bien de contextualiser. Le QS a un CX de 0,2, 0,20. Ouais. La dernière Mercedes EQS. Donc vous 0,20. avez été voir. Là, 0,13, c'est un gap. C'est juste. Alors, on le voit. Il y a que 3 roues. C'est caréné. Il y a une dernière roue, et là on voit bien le côté queue de canard. C'est pas pour du style, c'est vraiment. Non, c'est vraiment, tout est pensé pour l'ingénierie et pour la consommation d'énergie. Voilà. C'est vraiment. La consommation, je me tourne vers Julien, ils annoncent 6 kWh. Les records aujourd'hui, quand on fait 14 ou 13 avec une voiture, on est. La Ioniq, alors pas la nouvelle Ioniq, mais l'ancienne génération était déjà extrêmement efficiente. C'est les férus d'électromobilité le savent, c'était une voiture qui tourne entre 10, 11, 12 kWh au 100, ce qui est déjà une très belle performance. Et là, on redivise encore par 2, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais encore une fois, il n'y a pas de magie, hein. C'est purement de la physique, et quand on fait les équations, on retrouve cette consommation. Mais pourquoi tu trouves ça crédible? Parce qu'on pourrait aussi se dire, ok, ils vont en vendre 12, c'est un proto, et tu m'as dit, mais non, parce qu'il y a en plus notamment des cellules photovoltaïques pour que ça se recharge en partie, c'est pas négligeable. Moi, je pensais que c'était très négligeable. Tu m'as dit, non, vu le nombre qu'il y en a et sur le truc, on peut quand même gagner 40 km par jour, c'est ça? Ouais, en termes de production, je pense pas qu'ils vont faire des gros volumes de production tout de suite, Aptera. Mais en tout cas, en termes de démonstration, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça montre le champ des possibles qu'on peut avoir dans l'automobile. Et effectivement, alors, il y a des panneaux solaires sur la carrosserie qui sont intégrés. Et c'est très bien fait sur leur site internet. On peut avoir, selon notre localisation sur Terre, on peut avoir l'autonomie qu'on peut espérer récupérer par jour. Et donc là, si on avait une Aptera en France, on récupérerait 35 km d'autonomie par jour en moyenne. Un peu plus en été, un peu moins en hiver, mais c'est déjà
c'est déjà gigantesque. Sans rien faire, Sans rien faire, en étant juste en parqué. étant garé. Et ça, toi qui es scientifique, tu as fait les calculs. Et ça, j'ai fait les calculs possible. aussi par rapport à la surface de panneaux qu'ils ont sur la voiture, voilà, ça ne va pas chercher très loin, mais c'est des chiffres qui tiennent la route, et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Sur toute la partie physique, il n'y a pas trop de sujet. Il y a un sujet sur l'homologation et sur les crashs. Là, je pense que, alors, en fait, c'est pas un véhicule qui sera homologué en catégorie M1 s'il arrive en Europe, mais ça se rapprochera plus d'un tricycle. Voilà. Mais là, il y a encore une zone d'ombre pour moi, mais par contre, sur cette partie physique et le dimensionnement vraiment de la voiture, c'est hyper intéressant. Et là, un autre point, moi, qui m'a vachement frappé en regardant le truc, c'est qu'elle n'est pas équipée enfin, elle ne peut pas prendre de charge rapide, ça ne sert à rien, en fait. Tu disais, elle consomme tellement peu que finalement, en la mettant sur une prise domestique ou voire peut-être une wallbox, je ne sais pas ce qu'elle a comme chargeur, mais c'est drôle aussi. Là, on est aussi dans une approche, c'est pas la surenchère. Et tu m'as dit, mais non, c'est pas un problème, elle consomme tellement peu, elle aura quand même des batteries de 40 kg. En fait, ça résout plein de problèmes. Alors, vas-y, comme elle consomme tellement peu, donc elle a une batterie qui sera petite. Hein, la version entrée de gamme, j'ai regardé ça avant de venir, aura 25 kWh de batterie. C'est drôle parce que c'est les ordres de grandeur qu'on donnait dans notre première vidéo. On fait 400 bornes normalement. 400 bornes. Ouais. 25 kWh, 400 bornes. Une Zoé à 52 kWh et fait 400 bornes. Ouais. Donc là, on se rend bien compte du gain. Et ça permettra d'avoir un véhicule qui coûte moins cher aussi. C'est important, et je crois que le premier prix, c'est 25 000 $, hein, je crois. Je crois que c'est celle qui a 25 kWh. C'est pour donner des points de référence. Donc et ils ont fait une bonne communication parce qu'ils ont annoncé aussi une version 100 kWh qui sera un peu plus lourde, qui fera autour d'une tonne, mais qui aura 1500 km d'autonomie. Plus de 1500 km. Après, j'entends déjà les commentaires. Certains, il faut avoir envie de rouler dans un neuf, etc. Mais alors, franchement, c'est très marrant. Hein, là, quand on la voit de nuit, c'est SpaceX, quoi. Tu vois, ça pourrait être. Et en fait, c'est quelque chose qui est hyper intelligent parce que sur l'aérodynamique, le fait de réduire ce CX, ça réduit les turbulences. Et en fait, ça réduit aussi le bruit lié à l'air, en fait, au flux d'air. Et ça, quand on teste les voitures électriques, on se rend bien compte qu'on entend des bruits qu'on n'entendait pas avant. Et donc là, en diminuant drastiquement le CX, ils réduisent à la source les nuisances sonores. Donc il y a un confort encore en plus. Et apparemment, c'est une voiture qui est extrêmement silencieuse à conduire. Et je dis ça parce que même Tesla, qui est bon dans plein de choses, ils ont mis du double vitrage sur la nouvelle Model 3, si je ne me trompe pas, pour justement atténuer ces bruits d'air. Quand on met du double vitrage, on rajoute du poids, etc. Donc là, on ne va pas dans le bon sens. Alors que là... À propos de Tesla, il y a une chose qui m'a fait sourire, c'est que l'intérieur, c'est Model 3. Hein. Tu as un écran central, bon, il y a deux rétro-caméras, mais c'est la même histoire, quoi. On ne s'embête plus. C'est un détail, mais bon. Mais alors, toi, tu y crois à ça? C'est-à-dire, ou pour toi, c'est une démonstration, encore une fois, de ce qu'il faut faire pour arriver à des consommations très basses. Mais est-ce que tu penses que ça a un avenir, tu vois, j'allais dire commercial, ou tu dis, de toute façon, il faut le prendre comme une Moi, j'espère que c'est un avenir commercial, ouais. Une direction, quoi. Parce que ça, c'est une segmentation d'automobile à la queue de place. Hein. Ouais. Eh bien, c'est une segmentation d'automobile qui n'existe pas aujourd'hui et qui, je pense, peut avoir un intérêt. On le sait. Est-ce qu'il y a un marché pour une voiture je pense, à 25 000 $, je pense qui n'a que deux places et qui, elle est longue, hein, pour se garer, c'est quand même compliqué. Moi, j'espère qu'il y a un marché là-dessus. J'espère, parce que ça fait beaucoup de sens en tout cas par rapport à ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir actuellement. Sur la recharge, je t'ai pas répondu. Je crois qu'elle pourra se recharger en 50 kW maximum. Ah, quand même, ouais. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on consomme moins d'énergie, on peut aller déjà beaucoup plus loin avec une taille de batterie identique et on passe beaucoup moins de temps à se recharger. En fait, cette voiture-là, en 50 kW, comme elle consomme 3 fois moins d'énergie pour avancer, en termes de, tu sais, on voit souvent sur les Tesla, quand tu te branches, ça te met le nombre de kilomètres que tu récupères par minute. Tu récupères 200 km par minute ou... Eh bien là, cette voiture-là, c'est pas 200 par minute. Non. Ouais. trop chiffre. Mais enfin, en tout cas, là, cette voiture-là va exceller là-dessus. Parce qu'en 50 kW, tu vas récupérer une autonomie qui va être gigantesque en un court temps. Donc ça questionne l'infrastructure des voitures électriques. Aujourd'hui, on met beaucoup de bornes partout, en très haute puissance, parce qu'on arrive à Unity, sont dimensionnés pour 350 kW.
En fait, si on a une Aptera, tout ce réseau-là, il est obsolète. Je reprends ce que disait Fabrice, qui est le responsable chez Renault, là, qui nous a fait la démonstration sur la Mégane des batteries et du châssis. Les retours d'expérience sur Zoé, 10 ans quand même, 10 ans de retour, 80% des gens chargent la nuit chez eux, quoi. C'est pas du tout, et en petit débit, quoi. Enfin, tu vois. Donc, alors qu'on parle tout le temps de cette histoire de chargeur, de ceci, etc. Donc voilà. Et elle récupère 35 km d'autonomie par jour toute seule. Donc en fait, on fait 35 km, je crois que c'est au-dessus de la moyenne, de la distance moyenne parcourue par un Français pour se rendre à son travail. Donc en fait, si on fait 35 km fois 365 jours, on arrive à un kilométrage qui doit être autour de 10 000 km. Et c'est ce que fait une personne à peu près en voiture par. Donc potentiellement, la voiture, on n'a vraiment pas besoin de la recharger souvent, quoi. Ce qui est amusant, c'est que les gens qui te suivent aussi le savent. Tu avais parlé de vouloir essayer la XL1. On en a trouvé une, mais on n'est toujours pas arrivé à y aller, mais qui était finalement, c'est 2013. C'est déjà la même forme. C'est aussi un aérodynamisme de combien sur la XL1 ? C'est 0,189. 0,19 de CX. Donc là, ils sont 6 points plus bas. Ils sont encore 6 points plus bas. 6 centièmes, ouais. Et c'est très léger. Bon, sauf que c'était une hybride à l'époque, diesel et électrique. C'est d'ailleurs pour ça que Volkswagen ne voulait pas trop la mettre en avant quand on les a appelés. Parce qu'il y a du diesel dedans. Ouais. Mais c'est la même. Voilà, la recette est la même. La recette est la même. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je vois pas toute l'industrie automobile mettre demain des petites bulles comme ça, même si à t'écouter. En gros, c'est ce que dit Jean Covici, quoi. Il faudrait qu'on roule tous là-dedans, quoi. Là, on divise pas. Alors, elle a des défauts aussi. On va en parler après de ses défauts, mais en fait, imaginons que ça arrive en France et on dit aux personnes, bah là, voilà, la voiture, elle se recharge toute seule. Enfin, vous la laissez garer. En fait, on enlève énormément de contraintes pour l'usager, parce qu'il n'y a plus besoin de se soucier des puissances de recharge, de où se brancher. Là, tu parles des panneaux solaires. Bah oui, grâce à ces panneaux solaires qu'on met sur la voiture. L'autonomie, elle est largement. Mais j'ai toujours entendu que c'était merdique les rapports aujourd'hui, les gens qui ont t'as quelques Prius qui ont ça sert à peine à charger la radio oui, complètement. Mais là, c'est cohérent parce que la voiture consomme très 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 peu. D'accord. En fait, si on met la même quantité de panneaux solaires sur une Tesla ou une plus grosse voiture, on va pas récupérer 30 km d'autonomie par jour ou 35, on va en récupérer 10. D'accord. Donc 10, c'est plus anecdotique que 35. Alors tu pousses le bouchon, parce que tu m'as dit qu'il y a quand même un défaut. La structure, ils en parlent beaucoup, est faite en matériaux composites. On voit des crash tests où ils disent en gros c'est comme un cockpit de Formule 1. Et tu me dis, moi j'aime pas le composite parce que ça se recycle pas. C'est très fort, mais c'est pas bien. Moi je suis pas un grand fan du composite, non, pour cette question de la recyclabilité. Parce qu'il l'aurait fait en aluminium, même avec un petit peu d'acier, elle n'aurait pas été significativement plus lourde. Elle aurait pris peut-être en alu 80 ou 100 kg de plus, mais par contre pour sa recyclabilité, ça aurait été intéressant. Mais c'est son seul défaut ou il y en a d'autres ? Peut-être que l'industrie française va nous faire une voiture la même en aluminium, ce serait encore mieux. Il y en a d'autres défauts on l'a pas essayé, elle arrivera peut-être un jour en France, mais on avait envie d'en parler parce que c'est une petite lumière intéressante, quoi. Moi, ce qui me frappe, c'est la détermination aussi des fondateurs. Ouais. Ils ont créé l'entreprise en 2007. Ils ont arrêté en 2010 parce qu'ils n'avaient plus de financement. Il y a des histoires assez drôles autour de ça. Je crois que c'est l'État fédéral américain qui subventionnait, je crois, il me semble, le développement des voitures électriques, enfin, en tout cas la R&D. Eux n'ont pas pu avoir les subventions parce qu'en fait, elle avait 3 roues, la voiture, il fallait 4 roues. Donc le fondateur, il a dit, mais on va pas mettre 4 roues si ça consomme plus d'énergie. Et puis ça lui paraissait évident, mais plein de petites histoires comme ça. Et donc ils se sont relancés en 2019. Et j'espère que ça va aboutir, ouais. Bon, ben voilà, vous irez voir Aptera. On n'a pas d'intérêt dans l'affaire, mais aucun. À suivre. Et puis on se retrouve, Pierre, ensemble sur d'autres sujets, comme ça, où on se donne le temps de vous montrer ce qui se passe dans le monde de la mobilité. À bientôt.